Collection de l'épouvanteur, livre 1, l'apprenti épouvanteur. Chapitre 6. Une fille aux sabots pointus. La cuisine s'était transformée depuis ma malencontreuse incursion matinale. Un feu flambait dans l'âtre et 2 assiettes remplies d'œufs au bacon étaient disposées sur l'énorme table, ainsi qu'une miche de pain bien fraîche et une grosse motte de beurre. « Mange pendant que c'est chaud », me dit l'épouvanteur. Je ne fis pas prier et j'eus vite de vider mon assiette tout en dévorant la moitié du pain. Après quoi mon maître s'adossa sur sa chaise, fourragea dans sa barbe et me posa une question d'importance. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il les yeux fixés sur les miens. « N'était-ce pas les meilleurs œufs au bacon que tu n'aies jamais mangés ?» Je réfléchis et me dis que ce n'était pas mon avis. Je les ai trouvés bons, certes, mais bien supérieurs à un morceau de fromage jaune en tout cas. Mais chez moi à la ferme, maman m'en préparait de bien meilleurs. Il me sembla toutefois que ce n'était pas la réponse qu'il attendait. J'optai donc pour un pieux mensonge de ceux qui prêtent à conséquence et font plaisir à votre interlocuteur. « Oh oui, dis-je. Je n'avais jamais eu de petit déjeuner des plus exquis. Je suis vraiment désolé d'être descendu trop tôt et que cela ne se reproduira plus, je vous le promets. » L'épouvanteur eut un sourire qui lui fendit le visage d'une oreille à l'autre. Se levant, il me flanqua une tape amicale sur l'épaule et me conduisit de nouveau au jardin. Dès que nous fûmes sortis, il retrouva son air grave. « Bien joué, petit. Il existe 2 catégories d'êtres particulièrement sensibles aux flatteries. Les femmes et les gobelins. Ça marche à tous les coups. Rien ne me permettra de croire à la présence d'une femme dans la cuisine. » Cela confirmait donc mes soupçons. C'était un gobelin qui préparait nos repas. Cependant, j'étais troublé. Un épouvanteur n'avait-il pas pour tâche d'entraver les gobelins pour les empêcher de nuire? Comment mon maître pouvait-il avoir en service un gobelin chargé des corvées ménagères? Nous avons emprunté la 3e allée de gravier et ces derniers crissaient sous nos pieds. « Voici le jardin ouest », m'expliqua l'épouvanteur. « On y est en sécurité de jour comme de nuit. J'y médite souvent quand un problème me demande trop de réflexion. » Franchissant la trouée dans la haie, nous marchons bientôt sous les arbres. Je sentis aussitôt une différence. Ici, les oiseaux chantaient, les branches se balancent doucement dans la brise matinale. C'était un endroit plaisant. Nous continuâmes jusqu'à sortir du bois. À flanc de colline, le ciel était si clair que l'on voyait distinctement les autres monts sur notre droite, et le long de la pente, les murets de pierres sèches délimitant les parcelles de culture. L'épouvanteur désigna un banc de bois avec son doigt. « Assieds-toi, petit. » J'avais obéi à mon maître et scruta un long moment ses yeux fixés vers les miens, puis il se mit à faire les 100 pas sans dire un mot. Regardant maintenant droit devant lui, le visage dépourvu d'expression. Il enfonça ses mains dans ses poches, puis s'assit à côté de moi et m'interrogea. « À ton avis, combien de sortes de gobelins il existe ?»« Oh, j'en avais pas la moindre idée. »« J'en connais au moins 2, répondis-je. Les livres et les entravés. Pour les autres, j'en sais rien. »« Bonne réponse, petit. Tu as enregistré ce que je t'ai déjà appris, et tu ne parles plus à tort et à travers. Vois-tu, les gobelins sont comme les gens. Ils ont chacun leur personnalité. Malgré tout, on peut distinguer certaines catégories et les nommer d'après la forme qu'ils prennent ou d'après leur comportement et le genre de maléfice dont ils usent. » Il sortit de sa poche un livre de couverture noire et me le tendit. « Tiens, c'est pour toi. Prends-en grand soin et quoi que tu fasses, ne le perds jamais. » À sa forte odeur de cuir, je compris que l'ouvrage était fraîchement relié. M'attendant à y lire tous les secrets du métier d'épouvanteur, je fus déçu en l'ouvrant de n'y trouver que les pages blanches. Apparemment, ce sera à moi de le remplir, car mon maître tira de son autre poche une plume et un encrier. « Prépare-toi à prendre des notes, me dit-il, en se levant et en se remettant à arpenter l'allée. Et ne gaspille pas l'encre, elle ne coule pas du pied d'une vache. » Je débouchai le flacon avec précaution, puis avec la même précaution, je trempa ma plume dedans et ouvris mon calepin à la première page. L'épouvanteur avait déjà commencé la leçon. Tout d'abord, il y a les gobelins velus, qui prennent l'apparence d'animaux, de chiens ou de chats, mais le plus souvent de chèvres à l'occasion, voire des chevaux. Ceux-là sont particulièrement retors. Quelle que soit la forme qu'ils choisissent, il y a les hostiles, les débonnaires et ceux qui oscillent entre les deux. On trouve ensuite les esprits frappeurs qui se manifestent parfois sous forme de pluie de pierres et qui deviennent furieux lorsqu'on les chatouille un peu. Mais ne t'imagine pas que nous, les épouvanteurs, n'avons qu'à faire aux gobelins. Des morts en quête de repos errent ici et là. Et pour nous rendre à la tâche encore plus difficile, les sorcières sont légion dans ce comté. Nous n'avons plus en activité dans le coin, mais pour le moment, par contre, vers l'est du côté de la colline de Pendle, c'est un véritable fléau. D'autre part, souviens-toi qu'elles sont toutes différentes. Elles se divisent en 4 catégories. Les pernicieuses, les bénévoles, les faussement accusées et les inconscientes. Comme vous pouvez vous en douter, j'étais complètement perdu.
Il parlait si vite que je n'avais pas réussi à écrire un seul mot. De plus, il employait des termes que je ne connaissais pas, heureusement. Heureusement, il fit une pause, et il avait dû remarquer mon air ahuri. Qu'est-ce qui va pas, petit? Exprime-toi. Ne crains pas de poser des questions. J'ai pas tout compris à propos des sorcières, dis-je. C'est simple, expliqua-t-il. Les pernicieuses sont mauvaises, les bénévoles sont bonnes. Quant aux inconscientes, elles ignorent qu'elles sont sorcières. Et comme elles sont également femmes, elles causent 2 fois plus de problèmes. N'en fais jamais confiance à une femme. Ma mère est une femme, dis-je avec un brin d'irritation, et je lui ai fait confiance. Les mères sont généralement des femmes, ironisa l'épouvanteur, et généralement dignes de confiance, au moins pour leur fils. Quant aux autres, méfie-toi d'elles. J'ai eu une mère et j'ai eu confiance en elle, et je me souviens de son sentiment. À brûle-pourpoint, il me demanda « Aimes-tu les filles ?» J'en connaissais pas vraiment, avouai-je, j'ai pas de sœur. Tu seras donc pour elle une victime de toute désignée. Méfie-toi des filles du village, en particulier celles qui portent des souliers pointus. Note ça, c'est une bonne façon de commencer. Je ne voyais pas quel mal il pouvait apporter les souliers pointus. Je savais que ma mère n'approuvait pas ses propos. Elle estimait que l'on devait faire ses propres opinions sur les gens sans s'occuper des idées préconnues, mais je me gardais cependant d'argumenter et j'écrivis en haut de la première page. Les filles qui portent des souliers pointus. Il attendit que j'ai fini, puis il me prit mon cahier et la plume des mains. Il faut noter plus rapidement, petit. Tu as beaucoup à apprendre et tu auras vite rempli une douzaine de pages. Pour le moment, nous nous contenterons de 3 ou 4 têtes de chapitre. En haut de la deuxième page, il inscrivit Gobelin velu sur les 3 pages, sur la page 3, Esprit frappeur et en page 4, Sorcière. Voilà, fit-il, c'est un bon début. Tu inscriras là tout ce que tu as compris aujourd'hui sur ces différentes créatures. Mais d'abord, tu vas acheter de la nourriture au village, sinon nous ne mangerons pas demain. Le meilleur cuisinier ne peut rien préparer sans approvisionnement. Rappelle-toi que tout doit tenir dans mon sac. Avant mon départ, je l'ai laissé chez le boucher. Tu passeras donc en premier à la boucherie et tu auras qu'à demander la commande de Monsieur Grégory. Il me remit une pièce d'argent et m'enjoigna de ne pas prendre de la monnaie. De ne pas perdre la monnaie. Puis il m'indiqua le chemin le plus court pour aller au village. Je marchai un moment sous les arbres, franchis un échalier avant de m'engager sur un étroit sentier escarpé. 100 pas plus loin, les toits d'ardoise grisèrent de Chimpenden m'apparut. Le village était plus important que je l'avais cru. Il comprenait au moins une centaine de maisons, une auberge, une école et une grande église surmontée d'un clocher. Mais je ne vis pas de marché, mais de nombreuses boutiques bordaient la rue principale pavée et pentue où circulaient des femmes chargées de paniers. Les charrettes attendaient des 2 côtés de la chaussée. Apparemment, les épouses des fermiers des environs et des habitants des hameaux voisins faisaient les courses à Chimpenden. Je n'eus aucun mal à trouver la boucherie, et fis la queue derrière une file de ménagères qui bavardaient avec animation. Le boucher, quant à lui, était un gros barbu, rougeaud, affable, et appelait chaque personne par son nom. Tous riaient aux éclats et à ses plaisanteries. Je n'en comprenais pas la moitié, mais les clientes, elles, s'amusaient beaucoup. Personne ne remarquait ma présence. Puis ce fut mon tour d'y être servi. Je dis avec un ton solennel. Je viens prendre la commande de Monsieur Grégory. Le silence se fit aussitôt entendre, et les rires cessèrent. Le boucher sortit un grand sac derrière le comptoir, et j'entendis les chuchotements dans mon dos. Mais même en tendant l'oreille, je ne pus rien saisir. Lorsque je me retourna, les regards m'évitèrent, et certains obstinés abaissés vers le sol. Je tendis la pièce d'argent au boucher, vérifiai ma monnaie et le remercia. Balançant sur mon épaule le sac, je quittai la boutique. Mes achats à l'épicerie se firent en un rien de temps. Les provisions étaient déjà enveloppées et je mis les paquets dans le sac et qui commençait à s'alourdir. Jusqu'à là, les choses ne s'étaient pas trop mal passées. C'est en me dirigeant vers la boulangerie que j'aperçus la bande. Ils étaient 7 ou 8 garçons, assis sur le muret d'un jardin. Rien d'étrange cela, sinon qu'aucun d'eux ne parlait, et constatait de m'examiner avec des mines de loup affamé. On aurait dit qu'ils comptaient mes pas tandis que je m'avançais. Lorsque je sortis de la boutique, ils étaient toujours là, et quand je quittais le village pour reprendre le chemin de la colline, ils m'emboîtèrent le pas. Ce n'était sûrement pas une simple coïncidence. Cependant, je n'étais guère inquiet. En tant que petit dernier d'une famille de 7 frères, je ne craignais pas les bagarres. Le bruit de leurs bottes se rapprochait rapidement, peut-être parce que je ralentissais peu à peu.
Je ne voulais pas qu'il s'imagine m'emprisonner quelque part, et le sac est trop lourd et la pente très raide. Ils me rattrapèrent en une dizaine de pas avant le chalier, là où le sentier s'enfonçait dans un petit bourg. Les arbres poussant des deux côtés, entremêlés, leurs branches cachant le soleil. « Ouvre ton sac et montre-nous ce que tu as », lança une voix derrière moi. C'était une voix dure habituée à donner des ordres. Une voix menaçante, en laissant entendre que son propriétaire aimait faire du mal et croyait avoir trouvé sa prochaine victime. Je fis face en serrant le sac plus fort et en le gardant solidement calé sur mon épaule. Celui qui avait parlé était le chef, il n'y avait aucun doute là-dessus. Les autres avaient de visages décharnés, de types qui auraient bien besoin d'un bon repas. Mais lui, avec sa carrure de lutteur de foire, son cou de taureau et sa large face rouge, semblait avoir mangé pour eux. Il mesurait au moins une tête de plus que moi. Ses petits yeux me fixaient sans cilier. Je crois qu'il s'était pas montré si arrogant. Je me serais laissé attendrir. Ces garçons me paraissaient à moitié morts de faim, et je transportais une quantité de pommes et de gâteaux dans mon sac. D'un autre côté, je ne pouvais pas distribuer des provisions qui ne m'appartenaient pas. « Ce n'est pas à moi, répondis-je, c'est à Monsieur Grégory. » Son dernier apprenti n'avait pas tant de scrupules, répliqua le caïd, en approchant son visage du mien. Il ouvrait gentiment son sac, et si tu as un peu de jeu, tu ferais pareil. Tu es contre les manières douces, toi. Alors ce sera la manière forte, et le résultat sera le même de toute façon. La bande m'encercla, et je sentis qu'on tirait sur le sac derrière moi. Je ne voulais pas céder, et j'affrontais mon adversaire du regard, m'efforçant de ne pas baisser les yeux. À cet instant, il y a eu un mouvement dans les fourrés. Quelque part sur la droite, surpris, nous trouvâmes tous la tête de ce côté. Une silhouette sombre se dessinait dans l'obscurité du bois. En plissant les paupières, je vis que c'était une fille. Elle avançait vers nous d'un pas lent. Quant au silence qu'elle aurait pu tomber une épingle si souplement qu'elle semblait flotter au ras du sol. Elle s'arrêta à la lisière des arbres comme si elle craignait la lumière du soleil. « Pourquoi ne le laissez pas vous tranquille ?» lança-t-elle. Ça ressemblait à une question, mais le ton de sa voix me fit comprendre que c'était un ordre. « De quoi tu te mêles, toi » aboya le meneur, le menton en avant et les poings serrés. « Ce n'est pas de moi qu'il faut vous inquiéter, répliqua-t-elle toujours dans l'ombre. Lizzie est de retour et si vous faites pas ce que je vous demande, elle s'occupera de vous. » Lizzie lâcha le garçon en reculant d'un pas. « Oui, Lizzie l'osseuse, ma tante. N'en dites pas que vous m'avez jamais entendu parler d'elle. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps s'arrêtait? Avez-vous déjà écouté une pendule battre, comme si c'était une éternité s'étirer entre le tic et le tac? Eh bien, c'est exactement ce que je ressentis jusqu'au moment où la fille émit un sifflement entre ses dents. Puis elle cria « Foutez le camp! Vite! Filez! Ou vous êtes mort !» L'effet de ces paroles fut immédiat. Ce que je lus sur le visage des garçons n'était pas de la peur, c'était de la terreur. Le chef tourna les talons et dévala la colline et sa troupe d'affamés à sa suite. Bien, ignorant la raison d'une telle panique, je faillis partir moi aussi en courant. La fille me dévisagea avec de grands yeux et je n'arrivais plus à respirer normalement. J'étais comme une souris sous le regard d'un serpent. Mais, quoi qu'il en soit, je ne voulais pas la laisser me dominer. Toujours cramponné au sac de l'épouvanteur, j'obligeais mon pied gauche à bouger et mon corps à se tourner dans la même direction que mon nez. Et la fille m'interpella. « Hé, toi, tu t'enfuis pas ?» Je fis non de la tête, la bouche sèche. Si j'avais tenté de parler, les mots ne seraient pas sortis. Elle semblait peut-être de mon âge, ou juste un peu plus jeune que moi. Elle avait un joli visage encadré de longs cheveux noirs, de grands yeux bruns et de hautes pommettes. Elle portait une robe noire étroitement serrée à la taille par une corde de lyre blanche. En observant mieux, je notai un détail troublant. Cette fille portait des souliers pointus. Je me rappelais alors des avertissements de l'épouvanteur. Cependant, je me refusais de filer comme les autres. « Ne devrais-tu pas me remercier ?» demanda-t-elle. « Un remerciement, ça fait plaisir de temps en temps. »« Merci, » murmurai-je d'un ton bas, incapable d'en dire plus. « Eh bien, c'est un début, soupira-t-elle. Mais pour me remercier comme il le faut, tu devrais m'offrir quelque chose, non? Un gâteau ou une pomme fera l'affaire. Ça n'est pas beaucoup de demander, tu en as plein de ton sac. Le vieux Grégory ne s'en apercevra même pas. Et même s'il s'en apercevait, il ne dirait rien. » Je fus choqué de l'entendre appeler l'épouvanteur le vieux Grégory. Je savais que ça ne lui plairait pas, mon maître. Et j'en déduisais alors deux choses Premièrement, cette fille n'avait guère de respect pour lui, et deuxièmement, elle ne le craignait pas le moindre du monde.
Là d'où je venais, la simple idée d'avoir un épouvanteur dans le voisinage faisait frissonner les gens. Désolé, répliquai-je, je ne peux pas, ces provisions ne sont pas moi. Elle fixa un long moment avec une intensité sans dire un mot, et je crus qu'elle allait se mettre de nouveau à siffler entre ses dents. Je soutiens à nouveau mon regard de mon mieux jusqu'à ce qu'elle ait un léger sourire éclaircissant son visage. Elle reprit alors. En ce cas, tu dois au moins faire une chose pour moi. Une promesse. Une promesse, répétai-je, me demandant où vous voulez en venir. La promesse de m'aider quand j'en aurai besoin. Ça me paraît juste, répondis-je. Le moment venu, tu n'auras qu'à me prévenir. Cette fois, elle eut un large sourire. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tom Ward. Moi, je suis Alice, et j'habite par là, dit-elle, en désignant les profondeurs du bois. Je suis Agnès préférée de Lizzie d'Osseuse. Ce nom me paraît bizarre, mais il suffit à terroriser les garçons du village. Je trouvais cependant impoli de l'interroger là-dessus. Ce fut la fin de notre conversation, et nous repartîmes chacun de notre côté. Comme à s'éloigner, Alice me lança par-dessus son épaule. Sois prudent si tu veux pas finir comme le dernier apprenti. Il lui arrivait quoi? Pose plutôt la question à ton vieux maître Grégory, m'écria-t-elle en disparaissant derrière les arbres. La raison d'une telle panique, je faillis partir moi aussi en courant. La fille me dévisagea avec de grands yeux et je n'arrivais plus à respirer normalement. J'étais comme une souris sur le regard d'un serpent. Mais quoi qu'il en soit, je ne voulais pas la laisser me dominer. Toujours cramponné au sac de l'épouvanteur, j'obligeais mon pied gauche à bouger et mon corps à se tourner dans la même direction que mon nez. Et la fille m'interpella. « Hé, toi, tu t'enfuis pas ?» Je fis non de la tête, la bouche sèche. Si j'avais tenté de parler, les mots ne seraient pas sortis. Elle semblait peut-être de mon âge, ou juste un peu plus jeune que moi. Elle avait un joli visage encadré de longs cheveux noirs, de grands yeux bruns et de hautes pommettes. Elle portait une robe noire étroitement serrée à la taille par une cordelière blanche. En observant mieux, je notai un détail troublant. Cette fille portait des souliers pointus. Je me rappelais alors des avertissements de l'épouvanteur. Cependant, je me refusais de filer comme les autres.